Eh bien, quelle ambiance! Je me demande ce que ça va être ce soir à la soirée camarguaise. Alors, pour redémarrer l'après-midi et lutter contre l'endormissement, mais je vois qu'on vous avait déjà bien chauffé, on tenait en fait on cherchait un grand témoin pour nous parler un petit peu de l'évolution des professions, les spécificités d'exercice. Et finalement, on s'est très vite dit qu'on avait une connaissance très proche en le président Michel Picon, président de l'UNAPL. On a parlé un petit peu interpro déjà. Donc les libéraux de santé, comme vous le savez, se réunissent les plus grosses structures syndicales des professions de santé, mais l'interpro libéral, ça ne s'arrête pas là. Michel Picon, président de l'UNAPL, fédère 68 organisations de professions libérales, donc de toute obédience confondue, des professions du droit, des professions du cadre de vie, des professions techniques, et bien entendu des professions de santé. Et Michel, qui commence à être une vieille connaissance, on passe énormément de temps ensemble, est quelqu'un qui s'est fédéré. Qui s'est fédéré et qui est en capacité, à travers les spécificités de chacune de nos professions, chacune de nos métiers et dans chacune de nos familles, capable systématiquement de tirer un dénominateur commun à ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est l'exercice libéral. Donc je pense qu'il en parlera encore mieux que moi. En tout cas, c'est un immense privilège que nous avons d'avoir Michel avec nous aujourd'hui, parce que je ne vous explique pas son agenda. Le mien est tendu, mais le sien, c'est encore pire. C'est aussi une preuve, à mon sens, et un symbole en fait de ce que représente aussi notre fédération au sein de l'UNAPL. Et à ce titre, je le remercie très sincèrement. Donc je vais laisser Sylvie et Michel rejoindre la scène. Et en tout cas, vous pouvez applaudir le président Michel Picon, avec lequel on travaille vraiment en toute confiance. Ouais, avec plaisir. Bien, chers amis, mesdames, messieurs, bonjour d'abord pour ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de saluer. Vous dire que c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'honneur que je m'exprime pour l'UNAPL devant vous aujourd'hui. Tu l'as dit, l'UNAPL fédère 68 organisations syndicales dans le secteur de la santé, les professions de la santé. Je ne les énumérerai pas, vous les connaissez, vous les connaissez toutes. Les professions du droit, avocats, huissiers, commissaires-priseurs, notaires, et puis bien d'autres encore, administrateurs judiciaires, et puis un secteur beaucoup plus large qui est celui du technique et cadre de vie, avec des professions classiques, réglementées, que vous connaissez, les géomètres, les architectes, les économistes de la construction, et puis tous ces nouveaux métiers autour du mieux-être, autour du coaching, autour de prestations de services intellectuels qui répondent au cadre de la loi Wassmann et de l'article 40 de cette même loi dans le Code civil, qui répondent aux critères qui font qu'ils ne sont pas commerçants, qu'ils ne sont pas artisans, qu'ils ne sont pas agriculteurs, et donc ils deviennent, par défaut, les uns diront, mais en tout cas avec un certain nombre de constantes que l'on aura l'occasion d'évoquer, que j'aurai l'occasion d'évoquer dans mon propos, de constantes qui les font adhérer à l'UNAPL et être représentés dans le secteur des professions libérales. L'UNAPL est représentée dans les territoires avec des structures départementales, des structures régionales, des maisons des professions libérales. C'est les professions libérales, 28,6% des entreprises françaises. Plus d'une entreprise sur 4 en France est une entreprise libérale. Nous sommes 1 600 000 professionnels libéraux, et nous employons un peu plus d'1 200 000 salariés. C'est dire que c'est un corps social important dans notre pays. L'UNAPL est une organisation qui les regroupe à 45 ans aujourd'hui, et je salue dans la salle votre ancien président qui a siégé également il y a quelques années dans le bureau de l'UNAPL. L'UNAPL a en charge dans ses missions tout ce qui est transversal. Nous ne nous occupons pas de ce qui est métier. L'UNAPL a en charge, pour le compte commun de nous tous,
la protection sociale au sens large du terme, la formation, la fiscalité, les formes juridiques d'exercice de nos professions, et puis, bien évidemment, le dialogue social, puisque, je le rappelais, nous employons un peu plus d'1 200 000 salariés. Les professions libérales, dont les kinésithérapeutes libéraux, font évidemment partie de l'UNAPL. C'est un poids lourd, de notre organisation, à travers la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes, la FFMKR. Votre syndicat est une organisation, je le dis, majeure au sein de l'UNAPL. Elle y exerce à travers ses responsables de nombreux postes. D'abord, pendant longtemps, il était parmi nous ce matin, Alain Bergeau, qui a été pendant 2 mandats notre trésorier. Et puis, notre ami Jean-François Demiotte aussi, qui a œuvré dans les régions et a représenté les régions longtemps. Et puis aujourd'hui, un poste clé du sujet de la formation des professions libérales avec Céline Chébal-Rézère, qui est la présidente de la commission formation de l'UNAPL. Les professions libérales, c'est un poids lourd, je le disais, de l'économie française, puisque nous représentons 11% de la valeur ajoutée et le cœur battant de l'économie de proximité, parce que nous sommes dans les territoires. Notre 1 200 000 salariés irriguent l'ensemble des territoires. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et chacun dans notre secteur, nous savons le poids que nous représentons, l'ensemble de ces professions libérales, pour que vivent nos territoires et vivent encore les petits centres-villes et les centres-bourgs. Bien sûr, nos relations avec Sébastien Guérard, votre président, il vous l'a presque dévoilé, on passe beaucoup de temps ensemble, mais du temps productif au service de tous, et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi, Sébastien, tu le sais, sur tous les sujets, parfois des sujets difficiles qui nous ont longtemps occupés. Ainsi, votre profession et ses représentants ont toujours œuvré à la cohésion de ce corps social, au regroupement de ces travailleurs indépendants très spécifiques que sont les professions libérales. Je sais que vous avez eu aussi à cœur de constituer une intersyndicale entre professionnels de santé libéraux, en regroupant les principaux syndicats issus du CNPS et de la Fédération des paramédicaux, la FFPS. Toutes nos professions partagent un haut degré de formation. Elles exercent leur métier au bénéfice de leurs clients, de leurs patients, en dispensant des prestations encadrées par des valeurs d'éthique et souvent un code de déontologie. Les professions libérales sont ainsi définies, je l'ai dit, dans le Code civil. Elles ont des spécificités qui fondent l'extraordinaire confiance que nous accordent nos patients et nos clients. Toutes les enquêtes le démontrent. Il y a une relation extrêmement forte de confiance et d'intérêt entre nos clients, nos patients et ce que nous sommes dans les territoires. Les professions libérales rencontrent entre 5 et 6 millions de personnes par jour dans nos cabinets. Nous soignons, nous défendons, nous assistons 5 à 6 millions de personnes chaque jour dans l'ensemble de nos cabinets. Voilà, je suis heureux ce matin d'être avec vous pour vous témoigner la reconnaissance de tous vos confrères professionnels libéraux, vous apporter leur salut confraternel et vous dire merci pour l'action que vous menez au sein de l'UNAPL. Depuis 2 ans, notre pays traverse une crise sanitaire exceptionnelle qui entraîne une crise économique profonde, particulièrement aggravée par la situation que nous connaissons en Ukraine. Je sais la part que votre profession a pris dans la gestion de cette pandémie auprès de vos patients et dans l'ensemble des actions que nous avons menées au bénéfice de nos petites entreprises. Pas une profession libérale n'a été épargnée par cette crise sanitaire et par cette crise économique. Et je connais, bien sûr, pour en parler souvent avec vous, les difficultés qui sont encore les vôtres. Chacun à notre poste, dans nos organisations respectives, nous agissons chaque jour pour que les mesures prises par les pouvoirs publics, le fonds de solidarité, l'arrêt partiel d'activité, le PGE, le plan de relance et toutes les dispositions de soutien qui sont mises en œuvre soient aussi ouvertes aux professionnels libéraux. Cela peut paraître tellement évident,
Mais je vous assure qu'à chaque mesure qui ont été annoncées, les professions libérales n'étaient pas dans le champ du bénéfice de ces mesures. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministre délégué au PME, Alain Griset, qui nous connaît bien, son successeur, Jean-Baptiste Lemoine, et nous avons eu la chance qu'un membre du bureau de l'UNAPL, en la personne de Yannick Sala, qui est avocat, ait été intégré au cabinet de ces deux ministres. Ainsi, durant tout le quinquennat qui vient de s'achever, les professions libérales ne sont pas passées sous les radars de Bercy comme ce fut trop souvent le cas. En un an, des avancées historiques ont été engagées pour les professions libérales. Pour preuve, une mesure importante, la création d'indemnités journalières pour les 90 premiers jours, des indemnités journalières mutualisées sur l'ensemble des professionnels libéraux, sur un peu plus d'1 500 000 professionnels libéraux. Cette mesure en est la première illustration. Ce filet de sécurité était indispensable dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. Il faudra probablement, pour tous ceux qui n'ont pas de régime spécifique qui prolonge ces 90 jours, réfléchir à aller peut-être un peu plus loin. Ensuite, le plan des indépendants, voulu par le président de la République, va permettre de soutenir les travailleurs indépendants en instaurant un environnement juridique et administratif mieux adapté. Il s'agit notamment de la sécurisation du patrimoine personnel en cas de faillite de l'entreprise, puisque nous exerçons pour la majorité d'entre nous à titre individuel, et lorsqu'un accident économique affecte l'une de nos entreprises, eh bien c'est l'ensemble de notre patrimoine qui était engagé. Désormais, la loi sur les indépendants va protéger le patrimoine personnel. Il s'agit également d'une extension des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'incitation à la formation des dirigeants des entreprises de moins de 10 salariés, c'est la formation continue, et d'alléger aussi la fiscalité de la transmission en cas de départ de retraite, et également facilité par l'amortissement de l'achat du fonds commercial, du fonds de clientèle, l'amortissement sur 10 ans, permettant à ceux qui rachètent un cabinet de le racheter dans des conditions plus favorables à l'équilibre de leurs résultats. Ces avancées répondent aux demandes de l'UNAPL. C'est donc avec une grande satisfaction que l'UNAPL les a accueillis, y a travaillé. Cela démontre sa capacité à conduire les transformations de l'exercice libéral qui sont indispensables pour que nous puissions, dans chacune de nos professions, être mieux adaptés demain aux défis qui vont être devant nous. L'UNAPL sera et reste bien sûr vigilante à ce que l'ensemble des annonces tournées vers les entreprises s'appliquent bien aux professions libérales. Le travail de l'UNAPL se poursuit ainsi avec les parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale, puisqu'il faut toujours être vigilant. C'est parfois dans les décrets d'application que les choses peuvent être moins satisfaisantes que ce qu'on pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, grâce à l'UNAPL, les professions libérales et les indépendants, au sens large, sont sortis, enfin, de l'angle mort des politiques publiques, mais il reste, bien sûr, encore beaucoup à faire. Nous attendons toujours, sur cette question, un geste supplémentaire sur la représentativité patronale et son financement, ainsi que le monde des TPE, afin que le monde des TPE et des entreprises libérales soit plus visible. Vous savez, aujourd'hui, les partenaires sociaux sont organisés côté patronal par 3 grandes familles. La famille du MEDEF, qui représente essentiellement les grandes entreprises du CAC 40 et les grandes fédérations, et puis la CPME, et puis une autre famille dont je vais vous dire quelques mots, qui est l'UDP. Eh bien, toute l'action de la représentativité, c'est de donner aux petites entreprises, et nous sommes des petites entreprises essentiellement, même si nous en avons quelques grandes parmi nous, des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets d'expertise comptable, mais la majorité, la très grande majorité, nous sommes des petites entreprises de moins de 10 salariés. Et c'est donc autour de ce concept que nous essayons d'être mieux reconnus par les pouvoirs publics. Vous savez, nous disons toujours que les textes et les réglementations qui sortent, elles doivent être faites essentiellement pour les petites entreprises. Et puis les grandes ont toujours la capacité de s'adapter parce qu'elles ont des services de RH, elles ont un certain nombre de dispositions qui leur permettent d'améliorer les textes, ce qui n'est pas notre cas.
pour donner aux professions libérales les moyens de poursuivre leur développement économique, de créer des emplois, d'accueillir des jeunes et de contribuer à la croissance du pays, l'UNAPL a élaboré un ensemble de 30 propositions en direction des candidats à l'Élysée, dont nous les avons bien évidemment tous rencontrés. Nous leur avons présenté nos 30 propositions. Vous pourrez les trouver sur le site. Elles sont construites autour de 8 axes essentiels. Ce programme concerne aussi bien les champs de l'emploi, de la formation, de la fiscalité et de l'entrepreneuriat libéral, aussi bien que les sujets sociaux comme la représentativité, la protection sociale, la retraite et la prévoyance, ou encore la parité, l'égalité dans les entreprises libérales, on en dira un mot tout à l'heure. Les propositions de l'UNAPL à travers ce document traite aussi du sujet de l'Europe, un sujet qui impacte et qui concerne les professionnels libéraux, et bien sûr du numérique, qui est un sujet récurrent dans beaucoup de domaines. Toutes ces propositions sont résolument tournées vers l'avenir et vers les besoins qui sont les nôtres, toutes professions confondues. Ça passe par favoriser l'emploi des jeunes dans les entreprises avec des contrats d'apprentissage, avec des contrats de formation. Vous avez vu que les aides de 5 000 pour un contrat pour un mineur et de 8 000 pour un majeur sont prolongées jusqu'au 31 décembre. Nous étions très attentifs à ce que cette prolongation inclue les contrats de professionnalisation, parce que jusqu'à présent, nous avions plus de contrats pro en alternance que d'apprentissage. Et nous veillons à ce que les choses se fassent, c'est acquis, puisque le nouveau ministre du Travail nous a confirmé que le dispositif inclurait les contrats pro qui nous permettront donc de recruter des jeunes, de les insérer mieux dans le monde du travail, de faire en sorte aussi que nos métiers qui sont en tension le soient moins, parce qu'on aura accueilli des jeunes pour les former demain et les inciter sur nos professions. Également accompagner la création d'entreprises par la formation, soutenir les professions libérales et leurs entreprises au service de l'économie avec une fiscalité plus attrayante, améliorer la représentativité des TPE, faire de la protection sociale un levier d'attractivité pour les professions libérales. On dit souvent que beaucoup de jeunes, notamment de jeunes femmes, envisage de quitter l'espace libéral pour rejoindre l'espace salarié, et quand on sonde un petit peu pour savoir quel est le but essentiel de ce choix, il est souvent sur une meilleure protection sociale, notamment pour les femmes sur des congés de maternité mieux protégés, mieux couverts dans le cadre du salariat que dans le cadre libéral. Il faut que l'on réfléchisse à des dispositifs qui permettent de ne pas décourager, de continuer à donner à nos métiers de l'attractivité sur les jeunes. Mobiliser aussi les sujets sur l'Europe, sur le développement de l'activité libérale. Vous savez qu'en Europe, il y a ce vent permanent de déréglementation. En permanence, les autorités européennes, la Commission, y compris même souvent les initiatives parlementaires, ont tendance à considérer que nous avons des professions réglementées pour nous protéger, pour éviter la concurrence, alors que le fond de la réglementation n'est pas sur la protection du professionnel libéral, mais sur la protection du patient ou du client. Si nous sommes protégés, c'est dans l'intérêt du public, c'est pas dans l'intérêt de rente, comme le pensait à un moment le président Macron. Il a un peu évolué depuis sur ces questions. Et donc nous sommes extrêmement présents en Europe pour essayer sur tous les sujets que vous connaissez bien aussi, qui sont les équivalences d'un pays à l'autre. C'est accélérer la transition numérique pour une meilleure qualité de nos prestations, pour plus de facilité dans nos échanges avec nos patients, avec l'administration. C'est aussi soutenir, et je l'ai dit sur la protection sociale, l'exercice libéral des femmes pour mieux conjuguer, parce que ce sont des éléments essentiels pour les hommes aussi, mais pour les femmes prioritairement, même si on n'a plus trop le droit de dégenrer les choses, si je puis dire, mais en tout état de cause, mieux conjuguer sa vie professionnelle et sa vie privée. Et pour les jeunes, aujourd'hui, ce sont des éléments importants sur lesquels nous travaillons à travers l'ensemble de nos commissions et sur les propositions. Voilà les axes que nous avons proposés aux candidats à la présidence de la République, donc bien évidemment aujourd'hui que nous allons poursuivre avec le président Macron et que nous proposons également à l'ensemble des parlementaires qui sont candidats parlementaires ou parlementaires sortants qui veulent renouveler leur mandat. Donc ce sont les axes vers lesquels nous les engageons
à se préoccuper pour les professions libérales. Nous le défendons devant le nouveau gouvernement qui est piloté par Elisabeth Borne, que nous connaissons bien puisque nous avons travaillé avec elle lorsqu'elle était ministre du Travail. Nous avons salué sa nomination, même si nous regrettons dans ce gouvernement qui devait être réduit à 15 membres, mais finalement qui est à 28, nous regrettons qu'il n'y ait plus un ministre en charge des PME et des professions libérales, comme c'était le cas dans le gouvernement de Jean Castex. Mais nous ne désespérons pas, on s'en est ému auprès de la présidence de la République et on nous a indiqué qu'après les élections législatives, le gouvernement serait complété et il est probable que nous retrouvions un ministre en charge des PME et des professions libérales avec un conseiller spécial dédié aux professions libérales. En tout cas, nous mettons la pression. On n'a pas un engagement du président de la République, surtout quand on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais je pense quand même que le poids des PME ne peut pas être effacé dans le nouveau gouvernement qui sera complété à l'occasion des élections législatives. Nous aurons besoin de toutes nos forces pour défendre les professions libérales, toutes les professions libérales et surtout les plus fragiles parmi nous, dans la prise en compte et le respect de leur diversité, de leur spécificité, car cette mandature va annoncer et va amener un certain nombre de réformes qui, évidemment, vont nous impacter. L'UNAPL est une organisation interprofessionnelle, tu l'as dit, Sébastien, tout à l'heure, elle est représentative des professions libérales, et c'est donc naturellement que les pouvoirs publics, le gouvernement et tous les ministères, ainsi que le chef de l'État, s'adressent à elle pour pouvoir confronter projets et visions dans le domaine social, économique, l'éducation, l'emploi, les transitions écologiques, tous les sujets qui impactent d'une manière ou d'une autre nos professions. Nous représentons les professions libérales dans toutes les consultations, les enquêtes, les auditions, par les différentes inspections des affaires sociales ou inspection des finances. Nous le faisons en lien, en fonction des sujets, avec chacune des organisations professionnelles. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'une inspection des finances, on se tourne parfois vers des experts comptables, vers nos adhérents. Lorsqu'il s'agit de sujets santé, nous nous tournons vers nos organisations de santé. Nous nous nourrissons de votre expérience pour pouvoir répondre aux sollicitations qui nous sont faites par les pouvoirs publics. Et pour tout cela, nous avons créé, avec nos amis artisans, en 2017, l'U2P, donc l'UPA, qui était l'Union professionnelle des artisans, et l'UNAPL. Nous avons créé cette structure dédiée au dialogue social et dédiée à une représentation professionnelle, étant capable d'apporter une parole aussi forte que celle du MEDEF ou que celle de la CPME. Nous nous sommes regroupés parce qu'au fond, les typologies de nos entreprises, les problématiques que nous pouvons rencontrer, tout particulièrement dans le dialogue social, que l'on soit artisan, que l'on soit commerçant, lorsqu'on a 3-4 salariés, on a à peu près les mêmes problématiques dans les territoires ou dans les relations de travail que ceux que nous connaissons nous-mêmes. Donc nous avons fait cette organisation. Elle est aujourd'hui, c'est une force de 3,5 millions d'entreprises et de plus de 6 millions de salariés, ce qui veut dire qu'à travers l'U2P, nous pouvons peser dans les grands débats et dans les grandes orientations. Avec l'U2P, lorsque nous l'avons créé, nous avons eu accès à des espaces d'expression et d'action supplémentaires par rapport à ce dont nous disposions avant. Plus de crédibilité également de la part des pouvoirs publics et du gouvernement. Et ces moyens d'action supplémentaires nous permettent de mieux défendre les professions libérales et de faire prendre en compte leurs spécificités, vos spécificités. L'U2P, elle, intervient aussi sur tous les sujets sociaux traités dans le cadre du paritarisme. Par exemple, récemment, même si c'est un sujet qui vous concerne, vous, dans votre profession un peu moins directement, c'est l'UNAPL, pour le compte de l'U2P, qui a mené les négociations sur le nouvel accord sur le télétravail, l'accord national interprofessionnel du télétravail. Nous avons pu, aux côtés des grandes entreprises, dire que oui, le télétravail pour un certain nombre de professions pouvait être aussi
une constante d'évolution de société pour nos collaborateurs, mais pas dans n'importe quelles conditions, en tout cas pas dans les conditions que les grandes entreprises pouvaient mettre en œuvre. Nous avons également, et c'est mon prédécesseur Michel Chassan qui a conduit cette négociation, la réforme de la santé au travail, et puis aujourd'hui également un texte, une ouverture de négociation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et nous sommes aujourd'hui donc, grâce à l'UDP, en charge de ces sujets, et nous pouvons peser pour essayer de faire prendre en charge, en compte nos spécificités. L'UDP intervient sur tous les sujets traités dans le cadre du paritarisme, et bien évidemment, l'UDP est constituée également par des acteurs, et il y a un certain nombre d'acteurs, kinésithérapeutes, qui nous sont désignés par Sébastien Guérard pour prendre des responsabilités sur un certain nombre de dossiers. Très clairement, les professions libérales pèsent autant que tous les commerçants artisans, puisque à l'intérieur de l'UDP, les professions libérales représentent un peu plus de 50% des effectifs. C'est dire que nous n'avons pas rejoint l'UDP, nous avons créé l'UDP et nous y avons une part significative. L'UNAPEL est devenue, grâce à vous, grâce aux 68 syndicats des professions du droit, de la santé, des techniques et du cadre de vie, un formidable outil à votre service. Vous le voyez, nous sommes mobilisés sur tous les sujets. Et croyez bien que nous sommes sur tous vos sujets professionnels à vos côtés, en appui de vos revendications auprès des pouvoirs publics. Bien évidemment, l'UNAPL ne s'immisce en rien dans les négociations que vous pouvez mener avec la direction de la sécurité sociale ou avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur le conventionnement, sur les évolutions de vos professions. Mais partout où nous le pouvons, où vous nous le demandez, nous essayons d'appuyer auprès du Premier ministre dans les rencontres régulières que nous avons avec lui les demandes que vous pouvez formuler. On essaie de travailler en soutien permanent partout où cela est nécessaire. Ainsi, avec vous, nous suivons de près les intentions du gouvernement sur le projet des réformes des retraites. Alors je vais vous dire qu'entre le jeudi et le vendredi, les choses ont changé. Entre le vendredi et le samedi, elles ont encore changé. Ne me posez pas la question de ce qui va nous arriver parce que je n'en sais rien. Si j'en crois ce qu'a dit dans la presse régionale le président Macron, tout est sur la table. Il y a un nouveau CNR, donc il ne s'agit pas du Conseil national de la résistance, mais du Conseil national de la refondation, va mettre tout sur la table. Donc on va réunir des gens, on va faire beaucoup de... Donc il y aura des syndicalistes, probablement des gens de votre organisation, il y aura des citoyens, il y aura peut-être un peu des parlementaires. On se demande pourquoi on va les élire dimanche d'ailleurs, puisque si le pouvoir est confié à un Conseil national de la réforme. Et donc le président nous dit que finalement la réforme des retraites, on la fera, elle sera effective au 1er juillet 2023, mais qu'est-ce qu'il y aura dedans, il n'en sait rien. C'est le Conseil national de la refondation qui le décidera. Nous verrons bien, en tout cas, compter sur nous pour veiller à ces évolutions. Nous nous sommes mobilisés avec vous et merci de votre soutien à tous, à nos 68 organisations dans le projet de réforme de retraite qu'on appelait le régime universel, qui ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités qui sont les nôtres. Il est évident que lorsque on rentre dans nos vies, dans nos carrières beaucoup plus tard, la pénibilité d'un certain nombre de professions, nous avons des caisses de retraite, elles sont parfaitement équilibrées, elles ont comptabilisé les réserves nécessaires pour faire face aux évolutions démographiques, et démocratiques aussi d'ailleurs, puisque la gouvernance l'est, et nous entendons à ce que nos caisses puissent garder nos spécificités, ne pas être, fondues dans un grand régime universel dans lequel nous serions, nous, les payeurs, au profit de ceux qui bénéficieraient des efforts que nous faisons. Pour nous, quand on nous dit que la retraite sera à 65 ans, pour beaucoup d'entre nous, c'est 67. Et quand on regarde les professionnels libéraux et qu'à travers notre caisse commune, on regarde à quel âge nous partons, on est plus proche de 64 que de 62 aujourd'hui. Donc probablement, si on n'est que sur une réforme de retraite paramétrique, c'est-à-dire toucher l'âge de la retraite, la durée de cotisation, il y a peu de chances que ça nous impacte. Par contre, le régime universel était de nature
à nous impacter beaucoup. L'UNAPL est à vos côtés, vous pouvez compter sur son appui et son engagement, mais l'UNAPL n'est pas que dans la revendication ou le lobbying. Tant de choses ont été initiées depuis 40 ans par l'UNAPL pour vous aider, vous soutenir. J'ai vu tout à l'heure nos amis d'Interfimo. Interfimo est une création de l'UNAPL il y a plus de 45 ans. C'est l'UNAPL qui a initié, avec nos amis experts comptables et pharmaciens, la création d'Interfimo, qui est un outil de financement et de soutien à nos entreprises libérales. Nous avons aussi ensemble créé le FIFPL, qui est un fonds mutualisé de formation que vous connaissez bien, et puis son versant aussi pour nos salariés, la formation continue de nos salariés, avec à l'époque Actalliance, qui est devenu depuis, en élargissant le spectre avec nos amis artisans et commerçants, qui est devenu l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO EP. Nous travaillons aussi dans l'accompagnement fiscal dans les territoires avec la création des ARAPL en 1983. Nous travaillons aussi sur le développement du dialogue social au plus près des territoires avec les commissions paritaires régionales des professions libérales, les CPRPL que nous avons créées il y a 3 ans. Et puis également, pour savoir comment se portent nos professions, nous avons créé des observatoires, nous avons créé l'OMPL, nous avons créé l'IEPL. L'OMPL, c'est sur les évolutions du monde des salariés des professions libérales. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'UNAPL ne porte pas que du combat syndical, elle est aussi à l'initiative de la création d'outils qui sont à nos services et qui nous permettent d'évoluer, de faire évoluer nos affaires. Par la négociation d'un accord paritaire d'épargne salariale aussi, nous avons offert à toutes ces petites entreprises, à toutes nos petites entreprises, la possibilité de répondre aux obligations qui ne vont pas tarder sur le partage de la valeur ajoutée entre nos salariés et nos entreprises. Ce sont des sujets qui vont être au cœur, vous le savez, vous le voyez bien, le pouvoir d'achat, le sens que l'on donne à sa carrière, le sens que l'on donne à son métier. Ce sont des sujets qui sont devant nous et il appartient à l'UNAPL aussi, pour le compte commun, de créer des outils qui répondent à ces besoins. L'UNAPL, c'est aussi la mutualisation de ce qui nous est commun pour assurer la pérennité des réponses à nos besoins. J'ai noté que vous avez réfléchi aussi, à l'occasion de ces assises, sur la transformation de votre métier, des spécificités d'exercice et de l'identité de votre profession. La question de l'identité des professions libérales est un sujet que nous travaillons à l'UNAPL. Le chantier de l'identité des professions libérales, c'est une réflexion au long cours. L'UNAPL l'a entamée en 2020. La question de l'identité des professions libérales est une question existentielle, mais aussi politique, sociale, psychologique, dont dépend notre visibilité auprès des pouvoirs publics, dont dépendent aussi de façon très concrète l'état d'esprit et le moral des chefs d'entreprise libéraux sur le terrain. Ceux-ci, notamment depuis la crise sanitaire, sont souvent en proie au doute, au sentiment, au ressentiment parfois de n'être pas assez soutenus par le gouvernement, comme il serait légitime qu'il le soit par rapport aux autres secteurs. Dernièrement, le rattachement de certaines de nos professions libérales au régime de retraite et de formation des indépendants, l'ex-RSI, a manifesté le risque très concret de dilution de l'identité libérale dans le vaste groupe des indépendants. Sommes-nous des indépendants comme les autres ? Pour le dire de façon un peu abrupte, non, nous ne le croyons pas, nous ne sommes pas des indépendants comme les autres. Si pris individuellement, les professionnels libéraux s'identifient souvent plus à leur métier, à leur activité, qu'à leur statut de libéral, tous se retrouvent spontanément sur les valeurs communes qui les réunissent. L'indépendance, la responsabilité, le respect d'une déontologie particulière, tous expriment la demande très forte d'une action transcendant les intérêts professionnels particuliers pour viser les intérêts communs, des intérêts transversaux à chaque profession. Bref, une volonté très claire de faire corps.
Ne faut-il pas voir, venant corroborer ce désir d'unité, que le projet d'indemnité journalière pour l'ensemble des professionnels libéraux, qui n'était encore qu'un projet l'année dernière et qui est devenu réalité depuis le 1er juillet dernier, ne représente-t-il pas ce désir d'unité? C'est bien en effet la preuve que les professions que nous représentons sont capables de mettre de côté leurs particularités quand il s'agit de concevoir et de mettre en place une solidarité commune, transversale, et ce, entre des professions libérales très diverses, depuis les anciennes, vous connaissez, les réglementées, les professions ordinales, jusqu'aux nouvelles, non réglementées, œuvrant dans le domaine du conseil et du bien-être. S'il y a intérêt à créer de tels mécanismes de solidarité transversale, quel est exactement le fondement, le commun, qui justifie et autorise cette solidarité? Cela, mes amis, doit être mis à jour, questionné, approfondi, afin de nous aider à définir le périmètre des professions libérales dans leurs contours mouvants en pleine transformation. Qui dit corps, dit appartenance, communauté organique, biologique et normes mécaniques. Ce chantier sur l'identité libérale a pour ambition de retrouver, de mettre à jour la logique de continuité, la force de progression et de déploiement de l'organisme que constituent aujourd'hui et demain les professions libérales. Quelle logique est à l'œuvre? Quelle logique doit présider à l'appartenance aux professions libérales? Rien n'est jamais donné en matière d'identité d'un corps social. Celle-ci est toujours de l'ordre du voulu, du projet et même du désir. Celle-ci ne peut être abordée d'un point de vue purement administratif, pratico-pratique, ni même théorique et juridique. Elle est fondamentalement politique. Que voulons-nous? Quel sens voulons-nous donner à notre corps social? Quel avenir aussi? L'identité du monde agricole, l'identité artisanale ont démontré la force collective qu'elles pouvaient dégager pour construire et se préserver. Nous avons la responsabilité ensemble de notre périmètre. Je sais que vous me comprenez car je crois que c'est ainsi que vous envisagez aussi les choses pour les kinés et pour les libéraux de santé. Je vous remercie pour votre attention, votre fidélité à l'UNAPL et je suis à votre disposition pour toute question. Je m'assois. Bien, voilà, vous savez à présent beaucoup de choses sur l'UNAPL et les professions libérales dans leur ensemble, dont vous faites toutes et toutes partie. Alors, c'est le temps des questions. À présent, j'imagine que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Michel Picon. Alors, voilà, on va réouvrir la lumière et Rudy va arriver. Il se met en jambe avec le micro. Alors, je vous rappelle la règle, vous levez la main, vous rappelez qui vous êtes et Michel Picon répond à vos questions. Alors, on y va. Mais vous êtes timide là, qu'est-ce qui vous est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, allez, on y va. Bonjour, Julien Milesi, kinésithérapeute dans la Drôme. C'est quoi la forme juridique d'une APL? C'est un syndicat ou c'est une union, une association qui regroupe des syndicats? Première question. Et puis, les leviers sur vous parliez des élus. Est-ce qu'il y a du lobbying national, européen? Comment concrètement on s'y prend pour avoir un œil sur les projets de loi, pour les influencer? Voilà, comment vous faites? Voilà, alors Michel Picon, les coulisses de l'UNAPL en réalité. Oui, alors c'est une association. D'abord, l'UNAPL, c'est l'Union nationale, qui fonctionne comme un syndicat. D'ailleurs, on s'est posé la question il y a peu de temps d'avoir les statuts d'un syndicat. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais il faut être très prudent dans les statuts d'une association parce que sur un certain nombre de sujets, notamment quand on devient acteur
de la mise en œuvre d'une norme, il faut que vos statuts vous autorisent à pouvoir négocier pour le compte commun. Et on s'est rendu compte de cela lorsque nous avons voulu passer un accord sur le paritarisme avec les 5 organisations professionnelles de salariés, CGT, FO, CFDT, etc., qu'au dernier moment, on n'avait pas habilitation pour le faire. Donc il a fallu qu'on engage une modification de statut, alors que de fait, lorsqu'on est un syndicat, ça fait partie, bien évidemment, de ce que l'on a. Mais nous sommes en association loi 1901, il n'y a pas que nous d'ailleurs, la CPME est association loi 1901, et basculer un syndicat, c'est extrêmement compliqué. Ouais, je sais qu'il y a une avocate parmi nous, mais ça demande une dévolution des actifs, la dissolution de l'union, et dans des organisations comme les nôtres, aujourd'hui, ça devient quasiment impossible. Je crois qu'on aura plus de facilité à faire évoluer la loi pour que les dispositions des syndicats s'appliquent aussi aux associations que nous de basculer dans le statut. Alors comment on s'y prend? C'est avec vous que nous le faisons. L'UNAPL, d'abord, je vous l'ai dit, est organisée dans les territoires avec des UNAPL départementales, régionales. Département, on a quelques trous dans la raquette, c'est difficile. Vous le savez, aujourd'hui, dans nos syndicats, on a il faut offrir des services. On a de moins en moins de militants, de plus en plus d'adhérents à des syndicats qui offrent des prestations de services. Et donc, dans les départements, on a un peu du mal à être présent de manière efficiente dans tous les départements. Dans les régions, là, c'est davantage le cas. Nous sommes représentés dans l'ensemble des structures paritaires. Nous sommes dans les caisses nationales d'assurance maladie, nous sommes dans les caisses d'URSSAF, nous sommes dans les caisses d'allocation familiale, nous sommes dans les Césaires, partout où il y a une représentation voulue par les pouvoirs publics, nous sommes présents, nous intervenons dans les territoires sur toutes les structures mises en place par les préfets. Ensuite, après, sur le plan national, nous avons des commissions à l'UNAPL qui sont animées par l'ensemble de nos 68 organisations. Ce sont des commissions souvent d'information où on informe nos adhérents, nos organisations membres des évolutions législatives ou des textes qui sont en préparation. Et bien évidemment, on essaie de trouver le dénominateur commun d'une position que nous faisons ensuite après, que nous remontons auprès des pouvoirs publics. Sur le plan national, nous sommes également présents et représentés à Pôle emploi, à l'UNEDIC, la COS, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, partout. Voilà, partout où il y a un besoin de faire valoir les intérêts spécifiques des professionnels libéraux parce qu'ils ne sont pas toujours identiques à ceux d'un artisan, à ceux d'un commerçant ou à ceux d'une grande entreprise. Et sur le plan européen, nous avons, chaque profession a souvent sa structure. Alors je ne sais pas les kinés si vous avez quelque chose au niveau européen. On essaie de coordonner, pareil, les positions des uns et des autres. Nous sommes dans un organisme qui s'appelle le CEPLIS à Bruxelles, qui est le Conseil européen des professions libérales. On y joue d'ailleurs un rôle majeur. C'est notre ami François Blanchegotte qui nous y a représenté longtemps. On a des relations très fortes avec l'organisation des professionnels allemands, espagnols également depuis peu. Et surtout, tous les textes, tous les projets de textes, directives, toutes les consultations européennes, on essaie de se coordonner pour avoir une position spécifique. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et bien évidemment, on est sans arrêt en interaction avec nos organisations membres. Tous les textes, par exemple, qui vont modifier les prises en charge à la Caisse nationale d'assurance maladie, des sujets là directement qui vous impactent. Vous savez que pour des raisons de conflit d'intérêts, vous ne pouvez pas siéger directement les professionnels de santé au Conseil national de l'assurance maladie. Par contre, nous y siégeons. Nous avons un représentant qui ne peut pas être un professionnel de santé d'ailleurs, mais qui est
une autre profession adhérant à l'UNAPL. Et chaque fois qu'il y a un ordre du jour qui peut concerner les kinés, qui va concerner les pharmaciens, qui va concerner, bien sûr, tout de suite, on revient vers vous. Alors parfois, vous êtes déjà informés par d'autres canaux, parfois pas. Enfin, je vois dernièrement avec Philippe Bessé pour les pharmaciens, il y avait une disposition qu'ils ont découvert. Et on porte la voix, bien évidemment, la position de l'UNAPL et aujourd'hui la position de l'UDP aussi. Elle nous permet de faire remonter vos besoins et en tout cas parfois l'amendement d'un projet de texte qui est proposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie ou la direction de la sécurité sociale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Le fonctionnement, c'est très interactif avec nos 68 organisations en fonction des secteurs, des projets et du secteur qui est concerné. Alors, merci. Une autre question ou une réflexion. Alors, là, sur la droite, Rudy, je pense que tu n'as pas vu, voilà. Sur la droite, voilà, au deuxième rang. Voilà. Bonjour, Martine Vigneault, 93. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des trous dans la raquette au niveau départemental. Mon syndicat a été adhérent pendant de nombreuses années sur le plan départemental et depuis quelques années, non. C'est à peu près la même chose pour les syndicats de médecins qui étaient dans le département. Je pense que la base départementale, c'est une force et c'est aussi, ça donne de la force au national pour des discussions. Qu'est-ce que le Conseil national a pour action pour essayer de dynamiser et de récupérer éventuellement ou de faire des nouvelles adhésions sur le plan départemental? Alors Michel Picon, les régions, les territoires sont des sujets sur lesquels vous avez énormément travaillé depuis que vous présidez l'UNAPL et effectivement c'est un chantier au long cours, je crois. Oui, c'est un chantier au long cours et c'est difficile. Enfin, c'est le premier constat, moi, que je fais, c'est le manque de combattants. Je suis heureux, madame, que vous ayez cette volonté et moi, je la partage avec vous. Nous ne devrions pas avoir de trous dans la raquette. Mais faut-il avoir quelqu'un qui accepte de prendre le drapeau départemental, surtout qu'aujourd'hui, avec les UDP qui sont, elles, représentées sur le plan départemental, il y a du soutien et des synergies à mettre en œuvre avec eux, mais c'est qu'on manque de militants. Quand je me tourne vers nos organisations professionnelles, nos 68 organisations, c'est quasiment toutes les semaines, où on fait un mot en disant « Dites-moi, dans tel département, est-ce que vous auriez quelqu'un ?» Parce qu'on a un kiné, un pharmacien, un expert comptable qui voudrait restructurer quelque chose. J'ai un mal fou à trouver. Nous avons un mal fou à trouver des militants qui acceptent, après leur travail le soir, de venir pour animer l'UNAPL. Déjà, je suppose que dans vos organisations, alors que là, c'est carrément le métier, c'est aussi difficile d'avoir, mais vous avez raison, c'est indispensable. Moi, j'en rêve, pour vous dire, c'est l'action que nous menons. On a renforcé, aujourd'hui, on est présent dans toutes les régions, quasiment et de manière efficiente, avec un président régional. Ils sont plutôt actifs. Ils arrivent à fédérer une petite équipe autour d'eux, une équipe interpro. Et dans les départements, c'est difficile. Mais si vous avez des problèmes sur le 93 et que vous ayez une piste de solution, franchement, avec plaisir, si on regarde ensemble comment on peut redynamiser le 93 et s'il s'est un peu endormi. Mais si c'est endormi, c'est faute de combattants, je pense. Puis Michel Picon, on peut aussi souligner qu'au niveau des régions, enfin, c'est longtemps un kiné qui a été à la manœuvre et je ne sais pas s'il est encore ici parmi nous. Il est là, Jean-François Demiotte. Voilà, on peut rappeler l'action qui a été absolument, celle de Jean-François. Absolument, je le disais tout à l'heure, Jean-François était là à représenter les régions auprès du bureau, du COMEX et du Conseil national. Et je pense qu'il sera d'accord avec moi, où c'est difficile d'animer et d'avoir des acteurs et des représentants dans tous les départements. En tout cas, tu es président d'ailleurs de ta région, de la région Hauts-de-France, une grande et belle région, et on n'a pas des représentants dans tous les départements de cette région. Merci en tout cas Jean-François pour le travail que tu fais à l'UNAPL.
Et aujourd'hui, Jean-François nous représente à la conférence des ARAPL, et toujours président de sa région, mais avec une mission complémentaire. Merci. Alors, une autre question. Alors, si vous en êtes d'accord, après cette question, on prendra peut-être une dernière question, et puis il faudra refermer cette séquence. Bonjour, Alex Rosman, kinésithérapeute. Donc, j'aimerais savoir si la représentativité de l'UNAPL dans les instances se fait en tant qu'UNAPL ou via l'U2P. De plus en plus via l'U2P. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est le poids, la puissance. On est plus fort avec l'U2P. Il y a par contre un certain nombre d'instances, alors il y en a des dizaines et des dizaines où on envoie des gens siéger, le Haut Conseil du dialogue social, le Haut Conseil du financement de la protection, du financement de la sécurité sociale, de la protection sociale, le Conseil d'orientation des retraites, enfin c'est un vrai catalogue, hein. Le HCAM, donc, où Sébastien nous représente et François représente l'U2P, tiens, voilà une bonne illustration, vous voyez, au HCAM, parce que les sujets qui sont vraiment très proches des professionnels libéraux, on garde une représentation spécifique, et lorsque l'on n'a pas de représentation spécifique, on s'organise pour qu'au sein de l'U2P, ce soit nous qui ayons cette représentation. Le HCAM, par exemple, qui est un sujet important pour nous, François Blanchecotte, qui est biologiste, président du syndicat des biologistes, représente l'U2P, et Sébastien représente l'UNAPL. Ils sont deux pour essayer de faire évoluer le sujet. Alors, on peut peut-être dire, pour ceux qui ne lisent pas les acronymes de manière native, ah oui. Le HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, c'est là où se débattent un certain nombre de sujets sur l'avenir des modes de rémunération, sur, je crois aussi, la grande sécu, Michel Picon. Oui, absolument, absolument. Une grande sécu qui a l'air de s'endormir un peu, c'est peut-être pas plus mal, hein. On va voir, on va voir. Enfin, tout ce qui avait été un peu dynamisé, moi j'ai un peu l'impression, là, est un peu mis sous le boisseau, mais ça peut évoluer, hein. Vous avez vu, je crois, Madame Marguerite hier, là, je l'ai rencontrée semaine dernière, ouais, elle a encore quelques idées décoiffantes, hein. Mais le porte-monnaie fermé. Et le porte-monnaie à double tour. Je demande si elle n'est pas un peu auvergnate. Oui, je ne dis pas qu'elle a avalé la clé, mais elle l'a mis rue du Faubourg Saint-Honoré. Il va falloir aller la chercher là-bas si vous voulez ouvrir quelque chose. Non, mais elle portait ce grand projet de sécu, de grande sécu aussi. Et la dernière discussion que j'ai eue avec elle, j'ai eu le sentiment qu'elle glissait. Alors par contre, les complémentaires santé vont dérouiller, hein. Elle ne leur envisage pas un grand avenir au sein de l'assurance. Il y a un autre sujet dans lequel où nous sommes présents, nous et l'U2P, on n'a pas laissé notre place, c'est le Conseil d'orientation des retraites, le COR, c'est le docteur Yves Decalve qui nous représente là-bas, parce que c'est extrêmement important pour les professionnels libéraux. Et pour nous, il n'était pas question qu'on cède du terrain en disant à l'U2P, bon, ben, vous gérez le problème au Conseil d'orientation des retraites parce que c'est trop important pour l'ensemble de nos caisses et l'ensemble de nos professions. Voilà, donc la réponse que je peux vous faire, elle est mixte, hein. Parfois, on siège, c'est l'U2P qui nous représente, parfois c'est toujours l'U2P qui nous représente, mais on s'organise pour que ce soit un professionnel qui y aille parce que c'est important pour nous. Et dans d'autres domaines, on garde notre représentation spécifique profession libérale. Alors, une dernière question. Alors, on a parlé un peu des retraites tout à l'heure, et ça sera la dernière question, sauf si quelqu'un d'autre souhaite reprendre derrière. Mais c'est vrai, la dernière question, c'est il y a des élections à la Carpimco dans quelques semaines. Ce sont des élections importantes. On est à la veille d'une nouvelle réforme des retraites ou d'une nouvelle réforme des retraites. Et le sujet de la première réforme des retraites a été un sujet compliqué pour les professions de santé. Donc aujourd'hui, même si on ne sait pas encore grand-chose pour ce que sera cette réforme, le président Macron a répété encore dans les colonnes du Monde qu'elle serait en application effectivement en juillet 2023. Pour vous, Michel Picon, dans quel esprit est-ce que vous abordez ça et comment vous allez travailler ce dossier, j'imagine, de manière très, très resserrée avec des organisations comme la FFMKR?
Alors, sur la réforme des retraites, je vous le disais tout à l'heure, on ne sait pour l'instant pas encore grand-chose. Bon, cela dit, vous savez, en matière de retraite, il y a 3 boutons. Hein. Il y a le bouton de l'âge de départ, il y a le bouton des niveaux de cotisation et le niveau des prestations. Et quand je dis l'âge de départ, j'ai inclus dans le même bouton aussi un bouton et demi qui est celui de la durée de cotisation. Donc on peut, comment dirais-je, disserter pendant des jours et des jours et des jours. Si on ne touche à aucun bouton, il n'y a pas de réforme. Donc nous, en tout cas, on ne veut pas bouger nos cotisations et on ne veut pas rentrer dans un régime général qui nous mettrait. Donc, l'autonomie des caisses, pour vous, reste un sujet l'autonomie des caisses, important. elle est pour nous incontournable aujourd'hui. Et on a bien vu dans le projet de réforme du régime universel que cette autonomie des caisses qui était supprimée, puisqu'on faisait rentrer tout le monde dans un même régime, eh ben, ça ne fonctionnait pas. Et après des mois et des mois de discussion, les premiers qui ont arraché le maintien d'une caisse complémentaire, ce sont les pilotes de ligne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un pouvoir pour dire il n'y a plus un avion qui décolle si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Et donc à partir du moment où le gouvernement, à l'époque, M. Delevoye et puis derrière Laurent Pietraszewski ont accepté pour les pilotes de ligne les hôtesses, compte tenu de la spécificité de leur profession, ce qui est vrai, hein, nous, on s'est engouffré derrière en disant, attendez, s'il y a des régimes complémentaires maintenus pour les pilotes de ligne, ils doivent l'être aussi pour les professions libérales, parce que chacune de nos professions est totalement spécifique dans sa durée de cotisation, dans le temps de formation, dans l'âge auquel on rentre dans la vie active, dans les niveaux de cotisation, parce que les revenus ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on est médecin, le niveau de cotisation est à 34 ou 35. Chez vous, il est beaucoup plus bas. Et ça s'explique aussi parce qu'il y a des différences fondamentales. Et ces différences, il n'y a que nos caisses qui peuvent les prendre en compte, sachant que nous avons un régime commun qui est la CNAVPL et qui est piloté d'ailleurs par la présidente de la Carpinco, Madame Marianne François. Alors on se prépare malgré tout et on essaie de se préparer pour être efficace. Comment on fait ça ? On a décidé de le faire avec l'UDP, parce que l'UDP sera un des acteurs majeurs du côté patronal, l'acteur majeur. Bon, on va maintenir, nous aussi, du travail, une APL tout seul, mais on a, allez, si je puis dire, noyauté l'UDP, puisque nous avons créé une commission retraite, un groupe de travail retraite à l'UDP, et c'est un professionnel libéral, c'est un de nous, c'est un agent général d'assurance qui va piloter et qui a commencé déjà puisqu'ils ont eu une première réunion. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne fasse pas les erreurs de la dernière fois, avec des positions de nos caisses qui étaient parfois trop radicales, parfois en deçà. Il faut qu'on coordonne tout ça. Et le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de tenter d'y associer l'ensemble de nos présidents de caisse. Alors c'est facile avec Madame Marianne François, moi je me loue, hein, franchement, du rapprochement que l'on a avec elle, tant et si bien que chaque organisation professionnelle a désigné une personne dans cette caisse, et pour le compte de l'UNAPL, au sein de l'UDP, donc la commission est présidée par un professionnel libéral, et le représentant de l'UNAPL, j'y viens d'y désigner Madame François. De manière à ce que, quand les sujets vont nous tomber sur la tête, que le gouvernement va nous proposer sa copie, on puisse avoir une harmonie de position entre les caisses et l'UNAPL. Sachant que c'est l'UNAPL et l'UDP qui porteront la voix des professionnels, ce n'est pas les caisses, même si elles vont le regretter, bien évidemment. Mais moi, je souhaite que la position de l'UNAPL soit construite avec les caisses, et c'est le travail que nous sommes en train de faire pour être plus efficace, parce que quand vous voulez défendre des sujets qui concernent l'ensemble des professionnels libéraux, il vaut mieux faire en sorte que chacun tire du même côté le char, parce que sinon, si chacun tire de son côté, et avec 10 caisses plus le Conseil national des barreaux et les caisses spécifiques des avocats, ça en fait 11. Et on va, pour l'instant, le travail que nous faisons, c'est de coordonner tout ça pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et si on arrive à faire ce travail de coordination, je pense que quel que soit le projet, on arrivera à sauver les intérêts des professionnels libéraux. Voilà, merci Michel Picon. Madame, pardon. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, pardonnez-moi. Pardon. Alors, allez, c'est la dernière question.
Alors, c'est la dernière question, et puis ensuite, on refermera. Alors, cette dame, elle fait de l'huile aussi, d'olive, j'en profite, hein, je fais de la pub. Elle fait de l'huile. Je vous conseille, elle a quelques oliviers, c'est génial. Enfin, voilà, si vous ne l'avez pas fait... Où est-ce que vous êtes, madame? D'ici, je suis d'Arles. Ah, d'accord. L'huile est de la vallée des Baux. Voilà, donc, magnifique. Laurence Girardin, compte 13. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez raisonnablement, je dirais, avec ce que vous connaissez, bon, je pense que il faut vraiment rapprocher le micro. on connaît nos problèmes de kiné personnellement, mais est-ce que vous pensez que raisonnablement on peut trouver un système de retraite pour les professions libérales qui se rapproche quand même, je veux dire, d'une réalité de terrain? Parce que je veux dire, on a tous, on va vers des 40, 45 ans d'exercice. Est-ce que vous pensez que raisonnablement les professions libérales peuvent demander, avec ce que l'expérience que vous en avez vous de coordinateur, si effectivement... Et Michel Pigot est assureur, donc c'est des sujets qu'il connaît extraordinairement bien. Justement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir une retraite commune? Et aussi, je voudrais parler, je pense qu'on est pas mal en ce sens, de la retraite des femmes. Voilà, parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans le créneau des salariés actuellement. Nos enfants ne comptent pas. Hein, les salariés, bon, je veux dire, vous avez 1, 2, 3 enfants, vous gagnez, on dit, des annuités. Nous, non, toujours pas. Donc, je veux dire, moi, ça fait 40 ans que je suis kiné, 40 ans que je me dis, bon, quand est-ce qu'on va avoir enfin un droit équivalent? Et c'est vrai que je pense que c'est important de savoir s'il y a une possibilité. Est-ce que c'est un leurre de se demander ça? Ou est-ce que c'est possible vraiment de reconnaître, on a été des salariés comme tout le monde, ma génération, on n'avait pas de congé maternité, on n'avait pas de... Voilà, et ça, je pense que c'est important de le savoir. Et on ne parle pas de pénibilité, mais le problème aussi, c'est qu'il y a une pénibilité de notre travail, qui est pour certains aussi, pour les infirmiers. Et est-ce qu'on peut faire corps là-dessus? Ok, merci beaucoup, merci pour cette question, Michel il Pigot. y a deux questions dans votre question. Il y a la retraite et les femmes, et c'est un sujet, c'est vrai. C'est un sujet lié aux maternités, lié à des carrières parfois un peu moins performantes et qui donnent des résultats au moment de la retraite. C'est vrai probablement pour les kinés, mais c'est vrai dans toutes les professions. Et vous avez raison, la majoration pour 3 enfants qui est applicable dans toutes les professions, que vous soyez commerçant, artisan ou salarié. Si vous avez eu 3 enfants, vous avez votre pension qui est majorée de 10%. Ce n'est pas le cas pour les professionnels libéraux. Il faut savoir quand même que si... Moi, je plaide pour le faire, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Après, ça a un coût. Hein, ce coût, nous, quand on a des caisses de retraite autonomes, ce coût, il sera supporté pour nous. Il faudra qu'on y trouve l'équilibre dans notre caisse. Après, vous évoquez la péréquation et la viabilité à long terme de nos caisses de retraite. Elle est liée à notre démographie. Et c'est pour ça qu'on se préoccupe de savoir si l'exercice libéral des professions attire encore des jeunes. Et il faut qu'on fasse en sorte que ça attire des jeunes, puisque dans un système de répartition, ce sont les actifs qui paient les cotisations des retraités. Il ne faut jamais oublier cette corrélation entre les deux. Alors, comment dirais-je, le mirage du régime universel était de se dire, si on fait porter la charge par tout le monde, elle est moins lourde à porter. Oui, sauf que vous donnez une partie de votre charge aux autres, mais les autres, ils vous donnent aussi une partie de leur charge à eux. Et quand vous faites la balance entre les deux, je ne suis pas sûr que nous soyons gagnants. Par contre, il y a des sujets sur lesquels il faudra que l'on travaille et que l'on réfléchisse. Alors, dans les professions de santé, je ne vais pas m'engager là-dessus, parce que je sais qu'ils sont glissants. Mais il y a des professions qui mutent, il y a des professions qui évoluent. Je pense à nos amis avocats, ils veulent rester tout seuls toute leur vie, ils sont tout seuls. Ils ont une chance inouïe aujourd'hui parce qu'ils ont une démographie qui est extrêmement favorable, avec de jeunes avocats, notamment de jeunes avocates qui pour souvent quittent le métier après quelques années, mais pendant le temps où elles sont là, il y a une démographie que l'on ne connaît pas. Il y a un rapport entre 1 et 5, je crois, entre les actifs et les retraités. Mais ça, est-ce que ça va être durable dans le temps? Et vous savez, les démographies, elles s'inversent. Hein. Mais moi, je pense que, et je vais parler pour la mienne, comme ça je ne me mettrai pas en difficulté avec vous sur des rapprochements. Je pense que nos 10 caisses, à un horizon, il y en aura un peu moins. On peut toujours garder des caisses de profession libérale autonome, et je vais en citer 2. C'est celle des experts comptables, celle des agents généraux d'assurance.
Et peut-être une troisième aussi avec la CAVOM, qui est la caisse des officiers ministériels. Ce sont des caisses qui sont petites, qui ont des assiettes. Les agents généraux d'assurance, c'est 11 000 personnes. Les experts comptables, ils sont un peu plus nombreux, ils sont autour de 35 000, je crois. Mais il faut une assiette un peu plus grande. Alors, il faudra probablement que sur 11 caisses, peut-être que dans l'avenir, il y aura quelques rapprochements, mais je pense qu'on a, nous, tout intérêt à conserver nos régimes autonomes de profession libérale. Et moi, je crois, vous savez, elles sont équilibrées, nos caisses, jusqu'en 2050, hein, sans aucune difficulté. Alors, je sais que la vôtre de caisse, la Carpinco, il faudra regarder un peu plus près le taux de rendement, surtout, parce que elle n'est pas grosse, votre retraite, mais le niveau des cotisations, alors il est en rapport aussi à la rémunération qu'apporte la profession, hein, mais le taux de rendement est un peu élevé par rapport à la situation que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je pense que si on arrive à travailler, comme nous le faisons tous ensemble, à rendre nos métiers attractifs, à faire en sorte que nos métiers attirent des jeunes, qu'ils continuent, que l'exercice libéral de nos professions continue de se développer, je pense qu'on n'aura pas de problème à asseoir le résultat de nos régimes autonomes et on pourra les piloter. Les sujets de pénibilité, voyez-vous, et dans votre métier, il y en a, dans le métier des infirmières, il y en a aussi des sérieux. Moi, je pense qu'on les pilotera beaucoup mieux entre nous que de rentrer dans un régime de pénibilité, parce que la pénibilité, quand vous la discutez avec toutes les professions qui existent, notamment les salariés, je ne suis pas sûr qu'on en sorte nous mieux. Et puis il y a aussi ce grand sujet qui est celui de la pénibilité, du burn-out et de la difficulté psychologique des métiers. Parce que, vous savez, quand vous dites qui a un métier pénible, quelle que soit la profession, vous avez tous les doigts qui se lèvent, hein, y compris celui, a priori, on dit mais il est pénible, lui, son métier, puis quand il vous le raconte tous les jours, ses emmerdements avec ses clients, l'irascibilité des gens, la violence aussi derrière un guichet. Voilà. Et donc, moi, je crois que le périmètre des professions libérales, on l'a dit, l'identité des professions libérales, ça a un sens, et on doit pouvoir, entre nous, apporter des réponses aux enjeux qui sont ceux de nos sociétés pour demain. Merci Michel Picon, c'était une excellente conclusion.